allons quand même parler de la relation médecin-patient et de l'impact qu'a eu le web, parce qu'évidemment le web c'est évidemment incontournable dans ce domaine. Moi quand j'étais petite, chez moi à la maison on avait un Larousse médical. Alors autant vous dire que c'était relativement limité l'information qui était à la disposition du patient pour discuter avec son médecin. Maintenant, il est clair que lorsque nous sommes confrontés, nous personnellement, nos enfants, nos parents, nos amis, à un diagnostic, à quelque chose, la première chose qu'on fait, on se précipite sur le web pour trouver l'information. Alors, pour y trouver l'information médicale, comprendre la maladie quand on ne la connaît pas, et aussi, comme le disait tout à l'heure Giovanna, pour avoir des avis de patients. Parce que quand on est confronté à une maladie chronique, quand on est confronté à une maladie grave, c'est juste qu'on a besoin de multiplier les points de vue. Et en fait, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que je vais guérir? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour guérir, pour aller mieux? Et voilà. Et on parle avec son médecin, on prépare sa consultation. Donc évidemment, tout ça a chamboulé énormément, parce que le web, on trouve tout, comme vous le disiez tout à l'heure, on va pas revenir là-dessus. Donc ça impacte évidemment la relation médecin-patient. Alors les patients sont plus informés, en tout cas ceux qui veulent bien prendre la peine d'aller chercher de l'information sur Internet. Et sur Internet, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, il y a de la très bonne information, parce que sur Internet comme ailleurs, il y a des émetteurs identifiés, il y a des revues, il y a des sites Internet comme Doctissimo, comme d'autres, où on trouve de la très bonne information. Et après, il y a effectivement des gens qui discutent. Mais moi, je constate que sur les forums, dès qu'une information pas très bonne paraît, immédiatement, il y a d'autres patients qui rectifient. Ça reste rarement dans la bêtise et dans l'erreur. Donc, pour en parler, on a réuni des patients et des médecins, évidemment. Et une autre personne qui parlera plutôt de la vision de ce que pourraient avoir comme rôle les entreprises dans ce domaine. Alors, en premier lieu, il y a Catherine Cerizet. Alors, elle se définit elle-même comme une e-patiente. Donc, elle va développer tout à l'heure. Elle a été malade, elle vous le dira, elle va se présenter. Elle a créé un blog qui est maintenant reconnu très très largement dans le domaine du cancer du sein. Et bon, son terrain d'action, elle est très présente sur les réseaux sociaux, sur le web, elle échange avec des patients. Et moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, j'ai eu des questions à me poser sur le cancer du sein de quelqu'un de proche. Et la première personne que j'ai appelée, c'est elle, parce que je voulais avoir son point de vue. Ensuite, donc, Eric Balèze. Eric, lui, se définit comme un patient expert. Alors lui, il est absent des réseaux sociaux, donc c'est le contre-exemple. Mais par contre, il fait énormément d'outils d'information dans le domaine qui le concerne personnellement, qui est les maladies inflammatoires de l'intestin. Donc il va vous raconter, il fait énormément de choses. Et lui, il fait des formations de patients, parce que ces maladies, évidemment, sont des maladies à long terme. Et pour les gérer, eh bien, tout simplement, il faut être bien informé et bien formé. Alors, côté médecin, même si ce n'est pas deux côtés différents, mais Sylvie Royan-Parola est médecin psychiatre. Elle est spécialiste des maladies du sommeil et elle est très présente, elle, sur Internet, sur les réseaux sociaux et via des sites. Elle a créé le réseau Morphée, qui est un site Internet qui regroupe des spécialistes du sommeil. Et là, elle vient de lancer, elle vous donnera l'information, donc un site qui s'adresse et des services associés qui s'adressent à des patients à insuffisance respiratoire qui doivent être épargnés à domicile et qui sont des domaines où on a vraiment besoin d'être aidé. Donc elle va vous en parler. Le docteur Jacques Lucas, donc, du Conseil de l'Ordre, qui est le spécialiste des nouvelles technologies de l'information au Conseil de l'Ordre, et qui nous dira ce que le Conseil de l'Ordre préconise, ce que je sais pour avoir écouté sa conférence qui a eu un gros succès là, il y a une quinzaine de jours, qu'il dit aux médecins qu'ils doivent aller sur le web. Alors je ne sais pas s'il a entendu, il nous le dira. Je pense qu'il y en a de plus en plus, mais bon, les médecins n'ont pas toujours le temps. Et puis donc Lionel Richard, qui est aussi très... Son petit surnom, c'est PharmaGeek. Donc il est issu de l'industrie pharmaceutique, il travaille maintenant dans des sociétés de services, il connaît bien le sujet. Et voilà, il nous donnera son éclairage concernant les entreprises. Alors là, je vais laisser je vais laisser la parole à Catherine, qui va vous parler de son point de vue de patiente, e-patiente, sur ce sujet. Vas-y, Catherine. Bonjour à tous, rebonjour. Donc moi, pour faire un petit historique, j'ai été malade en 2000 d'un cancer du sein qu'on m'a diagnostiqué. Et comme le disait Catherine, la première chose que j'ai faite, c'est d'interroger le docteur Google pour deux choses qui ont été déjà dites, mais que je vais répéter pour avoir de l'information.
une information médicale, parce que j'avais envie de savoir ce que j'avais, les statistiques que les médecins ne nous donnent jamais et dont on a absolument besoin, et puis traduire le jargon médical, les résultats d'anapathe, etc. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais besoin de rencontrer mes pairs. Père, P-A-I-R. J'ai un autre papa ici, mais je ne le dirai pas. Et mes pairs, parce que c'était important pour moi d'échanger et de trouver de l'espoir, en fait, tout simplement de l'espoir. Trouver des gens qui avaient 10, 12 ans de recul sur la maladie et qui pouvaient me dire ben moi, tu vois, je m'en suis sortie, et aller au-delà des statistiques quand elles sont données par les médecins de 5 ans. On me disait un cancer du sein, ben, ça se soigne à 85% à 5 ans, vous serez vivante. Moi, j'avais 37 ans et 42 ans, c'était vraiment trop proche pour. J'avais besoin de me projeter au-delà. Puis j'ai trouvé plein de choses, beaucoup. Un peu partout, on surfe sur Internet, et il y avait, c'était les balbutiements d'Internet, hein, donc il y avait beaucoup de choses, mais finalement pas énormément de forums, etc. Et puis le 2.0 est arrivé, ce fameux 2.0 où les gens commencent à partager, à produire de l'information, à échanger sur les forums, créer des blogs. Et quand je m'en suis sortie, parce que j'ai eu une rechute en 2002, quand je m'en suis sortie en 2009, je me suis dit que j'allais moi aussi créer un blog d'information dans lequel je fais un petit peu un travail de journaliste, pas un journaliste de TF1. Je recoupe les informations, je cherche, etc. Et je donne de l'espoir, parce que moi je suis là au bout de 12 ans. Donc voilà, ça c'est mon histoire. Ce que je pense, c'est que cet Internet, il est incontournable, absolument incontournable. Si vous tombez malade d'une maladie chronique, évidemment, j'ai l'habitude de dire, si vous tombez malade d'une gastro-entérite, vous allez aller sur le web peut-être une fois, et puis vous n'y reviendrez pas. Maintenant, on rentre dans une chronicité des maladies grâce aux grands méchants loups, les laboratoires entre autres, qui découvrent des médicaments et qui nous permettent de survivre plus longtemps. Et cette chronicité implique une notion de vivre avec. Et cette notion de vivre avec fait qu'on va sur Internet et on cherche des informations en provenance de ses pairs. Parce que vivre avec, ça veut dire savoir comment annoncer mon cancer à mes enfants, c'est comment gérer une sexualité avec une libido qui baisse, c'est savoir à quelle heure prendre mon médicament parce que vraiment je ne vais pas bien et je ne vois pas mon médecin avant 3 semaines, etc. Et ces questions-là, on trouve les réponses. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs manières de chercher sur Internet. Il faut arrêter de dire qu'on trouve tout et n'importe quoi. Malheureusement, on l'entend encore chez certains médecins qui nous disent qu'on trouve tout et n'importe quoi. Alors oui, on trouve tout et n'importe quoi, mais ça s'apprend. On apprend à chercher sur Internet comme on apprend à chercher sur une encyclopédie, comme on apprend à lire un livre, etc. etc. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'Internet. Il faut au contraire venir sur Internet, venir rejoindre, parce que les patients sont là. Les patients, clairement, sont là. Alors maintenant, pour revenir à notre sujet, qu'est-ce que ça change dans la relation patient-médecin ? Je pense énormément de choses, parce que la relation patient-médecin, elle était jusque-là, jusqu'à l'avènement du 2.0, une relation paternaliste. Le médecin prescrit, le médecin explique, pas toujours, mais le médecin nous prescrit et nous prend en charge. Et nous, on écoute, et bon, on ne fait pas toujours ce qu'il nous dit, mais en tout cas, on écoute. Et puis maintenant, on a des informations. Alors, je vais faire comme Nicolas, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Moi, j'ai fait une grosse dépression après mon cancer du sein. Et j'étais donc à la fois soignée par hormonothérapie et par un antidépresseur. Et j'ai trouvé que cet antidépresseur sur Internet était en totale interaction avec mon hormonothérapie. Donc je suis allée voir mon psychiatre et je lui ai dit. Il m'a regardé avec des yeux ronds en me disant « Mais c'est pas possible. De toute façon, vous avez trouvé ça sur Internet. » Et il est allé voir. Il est allé voir sur des sites qu'il considérait comme fiables. Et il s'est rendu compte que c'est moi qui avais raison. Et donc, tout d'un coup, c'est moi qui lui donnais une information. Et une information juste, fiable, qui provenait d'Internet. Et donc,
il y a un échange, il y a eu un échange, et donc évidemment on a décidé ensemble d'arrêter. Je leur ai demandé de le faire, mais on a décidé ensemble. Je pense que maintenant ce paradigme vertical, ce paternalisme doit mourir, doit s'arrêter absolument. On doit pouvoir discuter avec son médecin d'égal à égal et pouvoir arriver à une chose extrêmement importante, c'est la décision partagée. Pourquoi ? Parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, on peut me prescrire ce qu'on veut. Moi, quand je rentre chez moi, je fais ce que je veux. Donc cette observance, qui est quand même un gros problème, et pour les médecins, et pour les laboratoires, les grands méchants loups, elle peut être réglée par l'information. Si moi je sais par exemple, l'hormonothérapie est un médicament qu'on doit prendre pendant 5 ans, il est arrêté à 40% par les femmes au bout de 2 ans. Pourquoi ? Parce que c'est un médicament qui donne énormément d'effets secondaires qui ne sont pas expliqués aux femmes. Si on leur donne en amont une explication, en leur disant oui, vous aurez des effets secondaires, oui, il y a des risques, mais en revanche, il y a des bénéfices, voilà ces bénéfices, je peux vous dire que les femmes iront jusqu'au bout, beaucoup plus en tout cas. Donc je pense qu'il faut absolument qu'il y ait un dialogue, un partenariat, parce qu'on est tous dans le même bateau et qu'on a tous envie d'une chose, c'est guérir. Voilà, c'est de guérir le patient. Donc, bonjour, Éric Balès, donc, je suis secrétaire général de l'association François Petit. Ce sont des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Donc, j'en suis délégué aussi régional PACA. Et donc, moi, je suis donc, patient expert. Donc, c'est vrai que c'est un grand mot, parce que pour le moment, il n'y a rien vraiment de défini donc, en tant que patient expert. Mais voilà, donc moi, je suis malade donc, d'une RCH depuis l'âge de 14 ans, donc avec 3 cancers, avec une colectomie totale, enfin, le côlon, prostate, vessie, rectum, vésicule biliaire, le rein. Donc voilà, donc j'ai un parcours quand même, je dirais, donc, assez large donc, pour pouvoir répondre à pas mal de questions. Donc avec des chimios, bien sûr, des rayons, enfin tout ce qui s'ensuit. Et par rapport à ça, moi j'étais donc quelqu'un de anti-associatif, c'est-à-dire que j'avais horreur des associations parce que je n'avais pas envie d'avoir l'étiquette malade sur le front. Et j'ai toujours fui en fait les associations. Donc je peux vous dire que ça me fait drôle des fois de voir ce que je fais donc, aujourd'hui, comme quoi on change. Et pour illustrer un petit peu, avant de vous parler, c'est qu'on va lancer une vidéo. Donc en fait, voilà, on a lancé un programme d'éducation thérapeutique donc, au CHU de Nice. Et l'originalité, en fait, c'est de faire ces séances d'éducation thérapeutique en binôme, c'est-à-dire soignant et patient expert. Et ça change vraiment la donne parce qu'en face de lui, le malade n'a pas qu'une blouse blanche. Il a en face de lui un malade qui a le vécu. Parce que les médecins ont un peu du mal de parler du vivre avec. Donc nous, en tant que malades, c'est vrai qu'on peut leur apporter donc, énormément donc, là-dessus. Donc, je vais vous montrer un petit reportage qui avait été fait donc, par France 3 à l'époque où j'avais vendu le malade expert, un nouveau professionnel de santé. Donc voilà, ils avaient fait donc, un petit reportage de 3 minutes qui va vous illustrer un petit peu ce qui a été mis en place. Parce que, comme je dis, est-ce que l'intestin grêle a été contaminé et qu'ils n'ont pas assez enlevé, que j'avais déjà la maladie de Crohn, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui... Maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique, des maladies inflammatoires intestinales qui, au-delà des conversations, sont leur quotidien. Anne-Marie, Karine ou Isabelle en parlent chaque mois lors de ces rencontres plus amicales que médicales. Mais quand dans les discussions, les doutes ou les interrogations s'installent, c'est Eric qui prend le relais. Depuis l'âge de 14 ans, il compose avec sa pathologie et ses complications cancéreuses. D'un diagnostic à l'autre, Eric a dû oublier son métier d'ingénieur chimiste ou sa pratique du marathon. Discret, il se confie peu mais prône l'échange. C'est vrai que je me rappelle quand j'étais gamin, moi, mes parents m'avaient amené à une conférence débat. Bon, déjà, j'avais pas trop envie, en plus, mais par contre, la seule chose que j'écoutais, c'est le témoignage des malades, comment ils vivaient par rapport à un traitement, et j'enregistrais pour savoir exactement voilà, comment lui vit en fait la chose. Selon facile, oui. L'expérience de l'un au service des autres, une idée qu'il a fait sienne en devenant patient expert. Bénévole dans une association de malades, Eric a voulu aller à la rencontre. Depuis 1 an, accompagné par une psychologue, une diététicienne ou une infirmière, il organise gratuitement des consultations d'éducation thérapeutique. La fatigue, je pense aussi à un problème d'alimentation. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'alimentation, parce que c'est vrai que je pense que là, c'est quand même... Là, je suis dans une impasse. Vous avez peur de manger ou pas par rapport au Crohn? Non, j'ai pas peur de manger. Je sais en revanche qu'à la différence dans le temps... Les maladies inflammatoires intestinales touchent surtout des jeunes. Des vies de femmes ou de mères comme Ingrid basculent. Culpabilité et enfermement prennent vite le dessus. Il aborde le sujet médical, mais avec aisance. Je sais qu'il a vécu encore.
sûrement, bien plus. Et du coup, moi, ça me donne un peu de ce qu'on appelle de la niaque, entre guillemets. Je vois beaucoup de malades qui s'enferment. Et ça, pour moi, ouais, c'est l'horreur, quoi. Il ne faut pas que les gens restent enfermés chez eux parce qu'ils ont Vincel ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment qu'ils s'ouvrent, je dirais, au monde extérieur, quoi. Eric les aide à faire alliance avec leur maladie en donnant des conseils, un savoir singulier complété par celui d'un professionnel de santé. J'avoue que... Moi, je le comprends du côté de la personne en bonne santé. Tout d'un coup, Eric a ouvert une autre porte, c'est-à-dire une porte de la maladie, avec son regard qui est un regard quand même très positif sur la maladie. Maintenant, on estime que, certes, il faut soigner l'organe, mais qu'autour de l'organe, il y a une personne, bien sûr, et puis il y a sa vie, et que quelque part, il va falloir lui donner le maximum de chances d'avoir une vie presque normale. Depuis une vingtaine d'années, le patient expert est déjà reconnu dans d'autres maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension. Dans son service de gastro-entérologie, le professeur Ebuterne a poussé Eric dans sa démarche et souhaite un dialogue soignant-soigné. Ce qui est dangereux, c'est finalement de ne pas parler. Alors voilà, la vidéo est coupée, c'est parce que bon, j'avais un petit souci sur le DVD, mais bon, c'était fini. Donc voilà, donc, en gros, donc, on a monté donc, cette éducation thérapeutique il y a 4 ans. Donc c'est pour ça qu'au départ, on disait gratuitement, parce qu'effectivement, il n'y avait pas de loi, donc la loi HPST qui était mise en place donc, depuis 2010. Et on a commencé donc à 2 en binôme. Et petit à petit, quand est arrivée la loi HPST, on a monté le dossier donc, avec une infirmière en binôme aussi. On a eu cette autorisation et petit à petit, l'équipe voilà, a augmenté. C'est-à-dire qu'on a une stomathérapeute, une diététicienne, une assistante sociale, 2 pharmaciens, donc 3 infirmiers dont un référent tabacologue, pour avoir vraiment cette pluridisciplinarité de manière à vraiment répondre à tous les besoins donc, du malade. En sachant que vraiment l'éducation thérapeutique, c'est plus l'éducation thérapeutique d'avant, c'est-à-dire l'observance des traitements et le geste technique, par exemple, quand on fait ces piqûres d'insuline. Maintenant, on travaille par rapport à l'étoile de santé de l'OMS, hein, c'est-à-dire donc il y a la vie affective, il y a la vie sociale, il y a la sexualité, il y a la diététique. Donc on prend vraiment le malade en charge dans sa globalité. Et là, justement, on va essayer de chercher les besoins du malade. Et par rapport à ça, justement, ça c'est important, c'est que par rapport à ces besoins, une fois qu'on va traiter réellement ces besoins, je vous dis ça parce qu'une fois, j'ai vu un jeune pompier qui a été mis au rang parce qu'il prenait de l'Immurel, par exemple. Et soi-disant, c'était un médicament intolérable avec le métier donc, de pompier. Et ce qui fait qu'il a été mis au rang. Ce jeune, son souci principal, c'était d'être pompier. Donc voilà, on a vu avec le gastro-entérologue comme quoi le médicament, il n'y avait aucune interférence avec son métier. Et finalement, il a continué son métier de pompier. Et cette personne est revenue et s'est penchée aussi sur son système de santé, que peut-être on aurait attaqué directement. Bon, les traitements, il serait braqué, il ne serait pas revenu. Donc là, non, on l'a soigné vraiment sa priorité. C'est vraiment donc prendre en globalité sa maladie. Et à partir de là, je pense qu'on peut justement amener le malade plus facilement à se prendre donc, en charge et être acteur de sa santé. Donc à partir de là, on a eu quand même le prix Deo Ecclesia, donc du prix Innovation, donc justement sur ce qu'on avait monté donc, à Nice. Et là, on est donc la 2e association à être financée par la CNAM, justement pour former donc ces patients experts. Parce que voilà, patient expert, c'est bien beau, mais patient expert, c'est quoi? Et c'est là où en fait il va y avoir un gros travail, parce que je conçois tout à fait qu'un médecin patient expert en quoi, vous prenez pour qui? Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est parce qu'en fait, il faut aussi délimiter en fait qu'est-ce que c'est qu'un patient expert. Faire vraiment une charte en disant, alors je dis pas que l'AFA a la bonne méthode, mais en tout cas nous, déjà pour être une personne ressource, pour nous c'est 4 heures d'écoute. Donc pour être patient expert, il faut déjà avoir fait 4 jours de formation à écoute, donc être patient ressource. Si cette personne a envie de continuer, elle est suivie donc par une formatrice qui va dire oui ou non, elle peut continuer. Elle va faire ses 40 heures donc, de formation d'éducation thérapeutique donc, selon la loi donc, HPST. Et au bout de ces 40 heures, on le considère comme patient expert. Alors c'est vrai que c'est notre définition à nous. Par contre, voilà, il faut qu'on arrive à dialoguer sur ce point de vue-là. Parce que moi, j'ai vu des associations patients experts au bout d'une journée de formation. À l'écoute en plus. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, on part de l'association, l'après-midi, on fait la formation à l'écoute. Je m'excuse, mais on ne peut pas être à l'écoute donc, justement des malades. Et c'est ce que nous reprochaient aussi les médecins sur d'autres associations, c'est que justement, les malades, au lieu d'écouter le malade, ils racontaient leur vie. Et on n'est pas là pour ça, justement, quand on fait de l'écoute. Donc il est vraiment important, justement, qu'on définisse une espèce de charte du patient expert. Et c'est pour ça que là, j'ai appelé donc, Alexandre Biomos donc, de l'HAS,
qui m'a dit que c'était une question très pertinente et que justement il fallait qu'on se regroupe donc avec diverses associations pour vraiment saisir la chaise pour travailler en fait sur ce patient expert. Et je peux vous dire que les résultats, c'est dommage parce que j'avais fait une autre vidéo justement pour promouvoir aussi ce qu'on a mis en place donc sur Nice, mais même les soignants le disent, quoi. Ils ont des résultats. J'ai l'expérience simplement d'une jeune fille, après je m'arrêterai, je vous laisserai poser les questions. Une jeune fille qui vient me voir, elle avait un doigt monstrueux, donc elle avait une spondylarthrite, c'est une manifestation extradigestive donc d'une maladie de Crohn. Et je lui dis, mais elle était avec sa maman, hein, donc elle avait à peu près 24-25 ans. Et je lui dis, mais tu as dit au médecin que tu avais mal? Elle me dit, non, il y en a qui souffrent plus que moi. Donc je lui dis, tu sais, si tu dis pas au médecin que tu as mal, il va pas prendre ton mal en partie, quoi. Et après, donc moi, bien sûr, donc, comme je suis malade aussi depuis l'âge de 14 ans, moi, tout de suite, ça m'a amené, donc, voilà, quand je venais aux consultations avec ma mère, donc pour cette maladie que j'avais, RCH, où on n'arrivait pas à mettre un nom, moi, je voyais ma mère qui était en pleurs à côté de moi parce qu'on n'arrivait pas à mettre un nom sur cette maladie. Donc, pour moi, c'était une double peine. C'est-à-dire, non seulement j'étais malade, et en plus, je faisais du mal donc, à ma mère. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis introverti, j'en ai plus parlé. Et ça, en fait, c'est un rappel qui m'est venu pendant cette consultation. Donc, j'ai continué donc, cette séance d'éducation thérapeutique en lui posant, mais comment tu vas voir le médecin? Tu vas avec ta mère? Elle me dit oui. Donc, je dis, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'en fait, quand j'ai des questions à poser, soit j'oublie les questions, ou alors les réponses, je ne me rappelle plus quand je suis à la maison, ce qui me paraissait tout à fait normal. Mais après, je lui ai quand même posé la question, mais est-ce que tu en parles librement quand tu es avec ta mère? Il me dit, non, parce que je n'ai pas envie de lui faire du mal. Donc voilà, donc là, c'est la chose, par exemple, où on a mis à la fin de cette séance, qu'elle essaye de faire une séance sur 3, qu'elle aille voir son médecin toute seule, où elle puisse en parler donc librement. Donc voilà, ça c'est un effet flagrant. Pareil sur les pentazas. Un pentasa, c'est un produit qu'on prend aussi donc, dans ce type de pathologie. Moi, j'étais gamin, on ne m'a pas expliqué pourquoi il fallait en prendre. Au bout d'un mois, je voyais que ça me faisait rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas dit à mon médecin, je l'ai mis de côté, j'en ai pas pris pendant 7 ans. Maintenant, si on m'avait expliqué que ce produit, en fait, c'était pas un produit miracle, mais qui laisse passer les poussées, et maintenant c'est prouvé, il a un pouvoir donc anti-cancer, ben, peut-être que je ne serais pas resté 7 ans sans en prendre, et peut-être que je n'aurais pas fait mes 3 cancers que j'ai aujourd'hui. Donc c'est des messages aussi que nous, on peut vraiment faire passer, et je pense qu'ils ont plus de poids que peut-être un soignant. Voilà. Donc je m'arrête. non, mais je crois qu'on voit à travers ces deux expériences et ces deux méthodes finalement qu'ont un certain nombre de patients pour se renseigner, s'informer, qu'au final, évidemment, pour des maladies comme celle d'Éric, qui va durer finalement toute la vie d'une certaine façon, qu'il va falloir gérer très longtemps, c'est absolument incontournable. Alors moi, juste avant qu'on fasse parler les médecins qui auront des choses très intéressantes à dire, je voulais juste vous demander, à votre avis, justement, comment faire. Est-ce que c'est ça la méthode? Parce que finalement, c'est bien que les patients s'investissent, etc. Giovanna disait tout à l'heure, il y a 4% des patients qui sont dans des associations. Ça veut dire que tous les autres n'y sont pas. Ça veut dire, est-ce qu'ils sont livrés à eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont sur le web? Enfin, je veux dire, à un moment donné, pour être un patient informé et pouvoir discuter, comme le dit Catherine, d'égal à égal avec un médecin, il faut quand même être bien informé. Moi, je leur parle d'éducation thérapeutique. Je dis que ça a été mis en place et déjà, ça, ils enregistrent. Et je vous dis ça parce que c'est la petite jeune dont je vous parlais tout à l'heure qui, pareil, je lui ai dit, ça n'a pas du tout amorcé. Par contre, je pense qu'elle a gardé. Deuxième fois, pareil. Et troisième fois, elle me dit, mais tu ne m'as pas parlé d'éducation thérapeutique. Donc là, elle était prête. Il y a quand même tout un processus, je veux dire, pour aussi inclure le malade dedans. On s'est aperçu aussi au CHU de Nice, parce que je ne vous dis pas qu'il y a eu des petits soucis aussi sur la confidentialité. Enfin bref, donc on a même sorti, je crois que c'est le CHU de Nice qui a la première convention donc, de patients experts donc, au niveau du CHU de Nice. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on était confronté donc au dossier du malade, bien qu'on ne l'ait pas en tout cas quand on fait une séance, parce qu'on fait une séance diagnostique éducative, c'est qu'on n'a pas le dossier patient. Donc je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas eu le droit donc, de pouvoir être en contact avec ça. Et je ne sais plus pourquoi, en fait, je disais. Oui, comment progresser, comment aider les patients à progresser et pouvoir, évidemment, être encore plus responsables et acteurs de leur maladie. Mais y a deux choses. Je pense que les patients sont sur Internet et que ça s'apprend. C'est-à-dire qu'avec le temps, avec le recul aussi, il faut beaucoup de recul pour arrêter justement ce que tu disais tout à l'heure, de parler de son propre cas et de prendre un peu de hauteur et de parler de choses plus générales.
Mais il y a tellement d'échanges sur Internet que on se refile des astuces, on se refile des trucs, on parle, on bloque des mauvaises infos, on donne de bonnes infos, etc. Je pense qu'il faut faire confiance. On parle d'intelligence collective. Je veux dire, l'intelligence collective, elle existe sur Internet. Tout à l'heure, on parlait d'une information qui reste fausse, qui reste peu en ligne sur les forums. Je crois que c'est pas 4, mais 7 minutes. Bon, voilà, quand vous avez dans un forum cancer quelqu'un qui dit prenez du jus de citron, c'est quand même super bien, c'est mieux que la chimio et c'est moins dangereux. Bon, en 2 secondes, que ce soit modéré par un médecin, que le forum soit modéré par un médecin ou par des patients, ce qui est souvent le cas maintenant, ça reste pas en ligne. Et puis si c'est pas un modérateur, c'est une personne. Il y a cette chose-là. Et puis donc les patients vont se former tout seuls. L'autre chose, c'est le médecin. Le médecin doit arrêter de dire n'allez pas sur Internet. De toute façon, là encore, c'est une relation paternaliste. On fait comme les ados, on le dit plus. On dit bah oui, je suis pas allée sur Internet. Moi, j'ai fait une conférence à Lausanne l'autre jour devant des femmes atteintes d'un cancer du sein. Elles étaient à peu près l'équivalent de ce que de l'enquête du CNOM, c'est-à-dire 70% à être allés. C'est ça, docteur, hein, 70% des internautes qui ont cherché une information santé. Donc elles étaient à peu près 80%, mais elles étaient toutes concernées par la maladie. Quand j'ai demandé combien d'entre vous l'ont dit à leur médecin, il n'y a pas eu un doigt levé. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même un problème de communication. Donc je pense que les médecins ont un rôle à jouer effectivement, d'une part en venant sur Internet, mais on le voit de plus en plus. D'ailleurs là, on a 2 figures de e-médecins. Et puis de dire, bah, écoutez, voilà, il y a des sites intéressants sur Internet. Qu'est-ce que vous avez vu ? Discutons-en, etc. Jean-Philippe Rivière, qui était dans... et qui était médecin à Doctissimo, disait l'autre jour que dans certains pays anglo-saxons, on se fait engueuler si on n'est pas allé sur Internet avant une consultation pour vérifier, pour se renseigner, etc. On se fait engueuler avant ou après la consultation. En France, on se fait engueuler pendant. Encore. Donc il faut arrêter, il faut qu'ils donnent des informations en disant bah, écoutez, allez sur tel site, en n'omettant pas les sites de patients, puisque de toute façon, on ira sur les sites de patients. Mais en disant, bah voilà, le site de Vive sans thyroïde, le forum de Vive sans thyroïde est un excellent forum si vous avez une ablation de la thyroïde. Voilà, vous pouvez aller sur le blog de Catherine Cerizet si vous avez un cancer du sein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ou sur le forum des impatientes. Et vous pouvez aussi aller sur le site du CNOM. Je ne sais pas si on trouvera beaucoup de choses intéressantes. etc. Et donner des informations. Voilà. Donc je pense que de toute façon on va le faire. Donc voilà, il faut juste qu'on. Et puis il faut arrêter de penser que parce qu'on est malade d'une maladie gastro ou d'un cancer, on a eu une ablation du cerveau. On n'a pas une ablation du cerveau. On est capable de réfléchir, de prendre du recul. Ah, mais je vois monsieur qui hoche la tête. Ah bon ? Parce que j'ai eu peur. Parce que je vous assure, on m'a enlevé le sein, mais pas le cerveau. Hein. Je vous assure. Enfin, en tout cas, j'étais endormie, je ne sais pas, mais... Je pense qu'on ne m'a pas enlevé le cerveau. Et donc, il faut nous faire confiance. Voilà, il faut aussi nous faire confiance. Voilà. C'est vrai que nous, dans la fin, on a quand même des malades qui ont un Master 2 en éducation thérapeutique, par exemple. Donc, ça veut dire aussi qu'on voilà, n'est pas non plus tous des... Et puis, c'est vrai que j'insiste aussi, c'est vrai que peut-être les médecins ne pensent pas assez aussi à aiguiller les malades sur l'associatif aussi. Ça, nous, on a du mal aussi à faire passer ça. Voilà. Donc ça, c'est peut-être des choses aussi où il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Donc on a même fait, nous, un portail Info Mickey pour justement qu'il y ait tous les renseignements techniques dessus. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose où vous pouvez nous apporter aussi, quoi. Donc je crois que vous voyez que les patients sont extrêmement motivés, parfois revendicateurs. Je crois qu'ils ont raison. Et puis souvent, ils veulent juste dialoguer, avancer le mieux possible dans leur maladie. Et donc on a 2 médecins qui sont là et qui sont évidemment de ce point de vue-là, enfin je crois. Enfin, en tout cas, ils vont nous le dire. Sylvie Royan-Parola va nous parler, elle, de son expérience de spécialiste des troubles du sommeil. Alors là, je crois que pratiquement tout le monde est concerné. Non, enfin, je sais pas. J'en sais rien. Il y a probablement, même quand on n'est pas malade, souvent normal. Donc, je lui laisse la parole. Oui, donc j'interviens ici au titre effectivement de médecin très, très branché e-santé, mais surtout aussi parce que
j'ai contribué à la mise en place d'un réseau de santé qui s'appelle le réseau Morphée, qui est consacré aux troubles du sommeil. Et dans ce cadre, donc c'est une association, donc ça, il faut bien l'avoir dans l'idée, et c'est une association tout à fait active qui aide en fait les patients dans leur orientation pour les aider à rechercher le meilleur interlocuteur qui peut répondre à leurs attentes en tant que trouble du sommeil. On intervient surtout en Ile-de-France, mais il y a même, enfin, on conseille un certain nombre de gens France entière, si je puis dire. Et il se trouve qu'il y a eu un appel d'offres lancé par à la fois le ministère de l'Industrie et le ministère de la Santé sur la télémédecine il y a 2 ans, et aidé par des partenaires qui interviennent sur le champ du syndrome d'apnée du sommeil, puisque le terme était énormément cité dans l'appel d'offres. On a répondu, donc il y a à la fois le réseau Morphée qui est le coordinateur du projet et des sociétés aussi énormes que Philips, ResMed, Santéos, plus 2 autres plus petites si je puis dire. On a remporté cet appel d'offres alors qu'il y a eu 17 projets nationaux. On était un des 3 projets sélectionnés. Donc et ça c'est un peu original parce qu'on parlait du secteur associatif tout à l'heure, et c'est assez original le secteur associatif ait réussi à remporter un projet comme ça. Mais c'était vraiment un projet tourné autour du patient et avec des idées donc très à la fois télémédecine et e-santé mélangées pour essayer dans la conjoncture actuelle, avec ce que vient de dire Catherine Cerizet, de capter un peu tout ce qui pouvait être des supports de patients et qu'on pouvait utiliser, nous, pour aider le patient. Pourquoi quand vous voyez le patient apnéique, là vous avez ici les images de ce que ça représente, mettre un masque la nuit pour dormir, alors on n'est pas insuffisant respiratoire quand on a un syndrome d'apnée du sommeil, on peut l'être, mais pour une toute petite proportion. La plupart du temps, c'est simplement des arrêts respiratoires au cours de la nuit. Et pour lutter contre ces arrêts, il faut mettre cette machine qui envoie une pression, de l'air sous pression. Donc vous imaginez que, il y en a sûrement parmi vous dans la salle qui ont ça. Et il y a 420 000 patients actuellement qui sont traités par PPC. Et il y a tout un travail de support du patient, d'aide du patient. Et le problème, c'est qu'on est dans une situation où les médecins sont moins nombreux, où même les prestataires de santé qui vont à domicile sont dans des situations beaucoup plus compliquées en termes de tarifs et de prise en charge des patients. Et donc, il faut essayer d'imaginer d'autres moyens pour aider le patient à comprendre sa pathologie, à expérimenter des solutions qui sont adaptées à son mode de vie et de collaborer avec son médecin et son prestataire. Donc, l'idée étant d'obtenir des soins là aussi plus personnalisés avec l'aide des nouvelles technologies. Donc, en fait, on est aidé là-dedans par le fait qu'il y a des nouveautés. En fait, il y a le patient, il va bien sûr pouvoir avoir accès à Internet sur un site et avoir des infos, mais il pourra aussi accéder à un dossier médical, qui est en l'occurrence le dossier médical sommeil, qui est alimenté par la machine, puisque maintenant on a la chance d'avoir des machines communicantes, c'est-à-dire qui envoient leurs données directement et qui peuvent donner des idées sur la durée d'utilisation, sur le fait qu'il y a des fuites ou qu'il y a des dysfonctionnements de la machine qui font que le traitement ne sera pas correct. Donc en fait, dans le système de Respiradom, eh bien, on va avoir tout ce nouveau, circuit, avec bien sûr le patient et les professionnels de santé qui sont toujours là. Et dans ce système, il va y avoir des alertes envoyées indirectement par la machine vers le patient, vers le prestataire et vers le médecin, pour l'aider à réagir. On est là dans de la télémédecine, et donc en dehors, bien sûr, des interventions normales, si je puis dire, physiques, que ce soit au domicile du patient ou par téléphone, tout simplement. Alors, il y a deux aspects, en fait. On va centrer à la fois, avec cette nouvelle technologie, sur un support qui sera un support sécurisé, qui sera directement lié à l'utilisation de la machine, mais le patient peut être acteur dans ce système-là. C'est-à-dire que lui-même va pouvoir rentrer des données en disant « je suis bien, je ne suis pas bien », et il verra en plus comment la machine, il l'a utilisée pendant tout ce temps-là, avec des graphiques qui vont lui montrer que tout va bien ou il y a des problèmes qui ne vont pas bien. Il a des messages d'alerte s'il y a des choses qui ne vont pas bien, lui conseillant de rentrer en contact avec son médecin ou de recontacter son prestataire. Donc ça, c'est son tableau de bord. Il voit là sa durée d'utilisation, l'existence de fuite ou pas, et puis il voit les interventions qu'ont fait les médecins et qu'ont fait le prestataire. C'est assez important parce que quelque part, dès le départ, il est impliqué et il voit que
il y a des choses qui se passent bien ou pas bien, et donc c'est plus quelqu'un de passif dans la situation donnée. Alors, les alertes, elles vont vers le prestataire en premier niveau, mais aussi vers le médecin, c'est-à-dire qu'elles vont dire au prestataire, il y a votre patient, il y a un de vos patients qui a un problème d'utilisation avec sa machine, ou bien il y a des fuites, donc il est maltraité actuellement, il faut que vous le contactiez. Et si le prestataire ne répond pas ou a des difficultés pour répondre, le médecin sera aussi informé. Et donc, le système est très réactif en réalité. Le deuxième aspect, ça va être qu'on va utiliser là pour le coup Internet, mais Internet classique si je puis dire, pour travailler sur ce qu'on appelle l'e-patient et utiliser les ressorts du Web 2 pour renforcer sa compliance. Et là, il y a tout simplement déjà un site Internet qui est sur respiradum.fr où vous avez toute une série d'infos assez classiques, mais donc sur la pathologie, sur l'appareil de pression positive, comment ça fonctionne, sur comment c'est prescrit, mais des vidéos aussi, un forum et ce qui est original, une plateforme communautaire autour du syndrome d'apnée pour inciter le patient à rentrer en communication avec d'autres patients. Et bien sûr, il y a tous les liens avec toutes les autres associations possibles. Donc là, vous voyez 2 pages par exemple, avec une page sur l'information, une autre sur l'auto-évaluation du syndrome d'apnée. Donc il y a des possibilités de faire un petit peu des tests et de voir un peu où on en est. Alors la communauté Respiradum, là pour le coup, c'est pour ceux qui sont habitués aux médias sociaux, c'est quelque chose d'un peu connu, mais ça permet de communiquer avec les autres membres, et en l'occurrence comme ce sont des pairs, comme disait Catherine, ça permet aussi d'avoir le ressenti et de rentrer en relation avec des gens qui sont dans la même problématique que soi. En plus, les gens peuvent aussi aller sur un forum plus classique ou bien créer leur blog. Donc on est vraiment dans quelque chose de très interactif sur les échanges de trucs et astuces, les témoignages aussi pour convaincre l'autre finalement qu'il faut mieux suivre son traitement plutôt que de le lâcher. Alors le blog, ça peut être pour les patients peuvent créer leur blog, les médecins aussi, les prestataires, les familles, pourquoi pas les voisins qui sont gênés par le ronflement, on ne sait pas, hein. Mais toute personne possible peut le créer. Et enfin, le dernier volet qu'il y a au niveau de ce programme, c'est un serious game. Alors un serious game, c'était un peu un challenge parce que les patients qui ont un syndrome d'apnée sont des gens qui ont en moyenne d'âge, actuellement, elle est en train de baisser, hein, mais c'est 55 ans. Simplement, maintenant, il y a des diagnostics qui sont faits et chez les enfants, et chez les ados, et chez des plus jeunes de l'ordre de 35-40 ans. Mais en fait, l'idée, c'est d'une manière un peu ludique d'arriver à motiver le patient grâce au docteur Morphée qui va accompagner le patient dans son périple. Et vous voyez qu'en fonction de la durée d'utilisation de la machine, son énergie va croître dans le jeu. Et on va traverser 3 mondes, avec le monde du western qui est le monde des symptômes, le monde du Moyen-Âge qui est celui des complications, et les Aztèques qui, lui, plutôt celui de la récupération. Et en fait, la question qu'on s'est posée, c'était pour qui? Parce que les patients dans cette tranche d'âge ne vont peut-être pas y aller, mais il y a, pour raconter aussi moi ma petite histoire, il y a un patient qui me dit, une patiente d'ailleurs qui me dit, mais moi quand j'ai ma machine, alors je me mets dans ma chambre, je ferme bien la porte, je veux pas qu'on me voie, je veux surtout pas que mes petits-enfants me voient avec le masque, parce que je trouve ça terrible, etc. Donc on commence à travailler là-dessus, et je dis, mais est-ce que vous pourriez pas jouer avec votre machine, leur montrer, mettre le masque, comment ça fait et tout. Et elle a fait ça, là, et à la séance suivante, elle me dit, mais j'ai joué avec le masque, je leur ai montré la trompe d'éléphant, et puis ils ont pu dédramatiser, et maintenant je m'en fiche, je mets maintenant ma machine très bien, et ça pose pas de problème. Et bien par le jeu, ça va pouvoir être aussi un médium entre la personne éventuellement âgée, mais des plus jeunes, pour arriver à les impliquer et leur faire comprendre la pathologie. Donc dans ce système, on est dans un système où on essaye en fait d'imaginer un peu tout ce que sera la médecine de demain. On a bien conscience que, entre autres, au niveau des communautés de patients, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Mais là, ça fait 8 jours que c'est lancé, le site, donc c'est vraiment tout récent. Et les premiers patients seront de toute manière dans le programme à partir de janvier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, merci Sylvie. Alors on voit effectivement quand même toutes les possibilités qu'offre le web en termes de
diffusion d'informations. Là, c'est l'exemple typique finalement qui regroupe tout ce que finalement beaucoup de patients souhaitent, même s'il y a d'autres possibilités aussi. Mais sinon, il y a de l'information, elle est validée, elle est sérieuse. Il y a des possibilités d'échange, il y a des possibilités de s'exprimer, si on peut faire des blogs. Je pense qu'effectivement, ça aussi, c'est des maladies qu'on a sur le long terme, qui posent un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que d'observance. Je pense qu'on doit avoir de temps en temps des petits coups de mou, et que s'il y a quelqu'un qui vous dit « si, c'est pas drôle, mais fais-le, etc., etc. » Enfin, on voit ça, c'est vraiment l'exemple parfait de ce que peut offrir le web et Internet en termes de diffusion d'informations intéressantes. Je vais donner maintenant la parole à Jacques Lucas. Alors, il est cardiologue, donc il a une expérience de médecin praticien. Il est très présent. Je ne sais pas s'il est sur Facebook. Moi, personnellement, je ne suis pas. Je suis sûre que oui, mais sous pseudo. Mais il est très présent, en tout cas, sur Twitter. Et puis, donc, il a peut-être un avis aussi personnel en tant que médecin sur ce sujet avec ses patients, parce que dans le domaine de la cardiologie, j'imagine que là aussi, il doit y avoir beaucoup de besoins. Et puis, évidemment, en tant que conseil de l'ordre, c'est assez intéressant ce point de vue un peu plus global sur comment vont évoluer les médecins, comment est-ce que tout ça est perçu, comment est-ce que le conseil de l'ordre intervient dans ce domaine du développement de la médecine 2.0. Merci beaucoup. Je dois remercier Dominique Noël et les organisateurs d'avoir quand même eu le bon goût d'inviter à la fois l'Académie et le Conseil national de l'ordre, qui sont quand même deux institutions qui sont surtout vécues 19e siècle et 1.0. Et je pense que nous avons essayé de vous apporter une démonstration du contraire. Je crois d'ailleurs en premier point que nous commettons une erreur si nous voulons faire évoluer les choses, de globaliser en parlant des patients et des médecins, comme si c'était deux populations qui étaient finalement antagonistes. Il y a un patient qui se trouve en contact avec un médecin, et parfois plusieurs, parce que son parcours de soins l'amène à rencontrer plusieurs médecins. Il peut avoir d'ailleurs des opinions critiques sur les uns et élogieuses sur les autres, tout en restant dans le parcours. Donc je pense qu'il faut que nous essayions d'éviter de globaliser en disant les patients et les médecins, puisque nous ne sommes que les représentations, vous n'êtes que les représentations associatives ou non associatives des patients, comme je ne suis, et comme l'est monsieur de l'Académie et chers confrères, la représentation, plus pour l'ordre d'ailleurs que pour l'Académie, la représentation des médecins. Donc nous devons nous allier pour faire évoluer des situations qui restent actuellement nécessairement crispées, parce que les professionnels de santé en général ont fait des études et ont été élevés dans un modèle, quand ce n'est pas d'ailleurs dans une génération, qui fait que même s'ils ont un principe de bienfaisance, ils peuvent peut-être avoir un petit relent paternaliste, fût-il éclairé, qui est actuellement assez globalement rejeté, tout au moins de première intention, puisqu'il faut voir ce qu'il y a derrière ces termes. Le deuxième élément, c'est que dans la relation quotidienne, enfin dans ma pratique quotidienne et comme celle de très nombreux confrères, il n'y a aucun conflit entre le patient et le médecin. Les conflits sont tout à fait exceptionnels. Alors ça peut être des conflits de nature déontologique, de nature relationnelle que nous avons à connaître, mais la relation humaine entre le médecin et le patient, elle reste encore extrêmement forte. Et que le principal souci d'ailleurs actuellement des patients ne se situe pas à ce niveau-là, il se situe de trouver un médecin qui soit encore disponible pour le prendre en charge. Ça n'est pas directement le problème de votre réunion, mais c'est quand même un point que je tiens à souligner parce qu'on me dit parfois « Oui, toi qui connais les choses, tu t'es réfugié dans le virtuel et tu t'occupes pas des vraies réalités. » C'est pas vrai, mais mon domaine d'attribution est celui d'Internet. Le deuxième point, c'est que la relation médecin-patient me semble encore être expliquée de façon très facile, surtout par les professionnels, et peut-être par des professionnels de nos générations,
sous forme de pensée unique, c'est-à-dire de façon totalement fermée, à partir des aphorismes d'Hippocrate. On a fait d'ailleurs dire à Hippocrate beaucoup de choses qu'il n'a jamais dit, puisque c'est surtout Galien qui a parlé d'Hippocrate, et qu'Hippocrate vivait sur une île, dans un milieu social particulier, où existaient d'ailleurs les hommes libres et les esclaves, et que Hippocrate s'exprimait dans ce contexte. Et qu'est-ce qu'Hippocrate a dit finalement? La seule grande leçon, me semble-t-il, qu'il faut retenir de son enseignement, c'est qu'il faut observer l'homme. Alors aujourd'hui on dit et la femme, mais du temps d'Hippocrate on disait l'homme. Il faut observer l'homme avec un grand H, bien évidemment, dans son biotope. Et d'ailleurs Hippocrate a sorti la médecine, sa grande leçon, de la magie et de la puissance des dieux. Par conséquent, aujourd'hui, c'est fondamental, et un certain nombre de confrères, et même de patients d'ailleurs, ne le perçoivent pas, une partie du biotope va être le numérique, va être l'espace informatique avec tous les avantages et tous les dangers qu'il peut receler. Donc il ne faut pas mettre en avant des avantages sans nier les inconvénients, ni mettre en avantage les inconvénients, ni mettre en avance les inconvénients sans nier les avantages. Et j'ai fait renvoyer lors de la journée que vous avez évoquée tout à l'heure à une image qui était celle des radiations ionisantes. Eh bien, on sait bien que c'était extrêmement bénéfique, mais que ça pouvait également avoir des inconvénients. Le troisième point portera sur l'information en santé et la recherche de l'information en santé, ou plus exactement de l'information médicale. Il a été fait observer tout à l'heure qu'il faut savoir aussi de quoi on parle. Où on parle d'information médicale, concernant des maladies, des traitements, ce qui tourne autour d'informations en santé. Ce n'est pas tout à fait le même modèle. Les informations en santé, les patients vont effectivement les chercher sur Internet, mais les études que nous avons fait faire par les instituts de sondage, et qui ont d'ailleurs été confirmées par d'autres études, montrent que la plupart des patients vont sur Internet pour chercher de l'information médicale de façon déconnectée de tout épisode de santé immédiate qu'ils ont pour eux. Il y a donc aussi de la recherche médicale sur Internet, comme il pouvait y en avoir dans la recherche sur l'encyclopédie Larousse ou les revues médicales ou les documents. Ça n'était pas directement connecté à une recherche pour la plupart des patients. Pour la plupart des patients, ce n'est pas des patients puisque c'est déconnecté d'un épisode, c'est pour l'usager. La situation est différente lorsque le médecin se trouve en présence non pas de la maladie incarnée, si je puis dire, mais du malade. Et nous savons bien en médecine qu'il existe d'ailleurs des formes cliniques, que la maladie, elle n'a pas toujours la même allure. Et que ce sont ces formes cliniques que nous apprenons durant notre formation qui se déclinent dans la personne qui est malade devant nous, enfin qui vient consulter en tout cas pour cela, et qui en plus, comme vous l'avez d'ailleurs dit, a une vie affective, a une vie sociale, a une vie sexuelle, et que la réponse du médecin doit être une réponse dans un cas particulier. Si bien que le médecin va certes donner de l'information, ça rejoint peut-être un peu ce qui se passe sur les forums, mais c'est quand même différent. Le médecin ne va pas donner que de l'information. Le médecin, il va en arriver à donner une opinion. C'est ce que d'ailleurs Franck Chauvin décrit très bien. C'est dans un cas particulier, on ne va pas dire, voilà, vous avez... Et même si on le fait, inévitablement, la question du patient revient. Et vous, docteur, si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Donc ne nous berçons pas exagérément d'illusions ou de mots. Et quand Catherine, vous avez dit tout à l'heure une discussion d'égal à égal, non. J'ai d'ailleurs fait observer, on ne pourra pas m'accuser, que je ne suis pas pour mettre le médecin sur un piédestal. Je pense qu'il doit être dans la vie, au même niveau de menuiserie, si je puis dire.
mais que la relation entre un médecin et un patient, elle restera toujours asymétrique. Elle restera toujours asymétrique d'ailleurs des deux côtés, parce que le médecin connaît la maladie et que le patient, lui, il vit cette maladie. Donc la relation, elle est nécessairement asymétrique. Me semble-t-il, ce qui est différent, c'est qu'il doit y avoir une relation humaine qui soit effectivement une relation d'écoute, d'empathie, de respect réciproque, d'écouter la parole du patient, d'écoute réciproque, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut bien le dire. Alors on dit c'est parce que les médecins sont pressés que les patients vont sur Internet. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout, je pense même que c'est faux. Parce qu'au moment de la relation, quand on va annoncer à un patient qu'il a un rétrécissement aortique et qu'on va l'opérer, par exemple, dans ma discipline, c'est pas très grave d'avoir un rétrécissement aortique. C'est pas très grave non plus de se faire opérer parce que tout ça est contrôlé. Ben, c'est moi qui vous le dis, mais enfin, si demain on me disait, tu sais, on va t'opérer d'un rétrécissement aortique, je serais quand même un tout petit peu inquiet. Et toutes les explications qu'on me donnerait, ou qu'on vous donnerait, je dirais, rentrent par une oreille, elles ne ressortent pas vraiment par l'autre, mais elles ne s'impriment pas, parce qu'il y a une sorte de sidération psychologique. Donc c'est après que le patient va sur Internet pour pouvoir rechercher de l'information qu'il pourra s'approprier à la vitesse de son raisonnement. Et je dois dire qu'à cet égard, c'est parfaitement indifférent des milieux socioculturels, parce que la vitesse de ce raisonnement, elle dépend beaucoup des affects. Alors, il est certainement utile pour le médecin, sans négliger les apports du web et sans négliger les pionnières, ou les pionniers d'ailleurs des patients qui se trouvent sur le web. Je pense qu'on ne peut pas négliger, Giovanna, les associations en disant qu'ils ne représentent que 4% des patients. 4%, ça peut être éventuellement un niveau d'excellence. Le nombre ne crée pas la qualité. Donc, oui, je pense que c'est complémentaire, parce que j'ai beaucoup apprécié également l'idée de la charte du patient expert, mais qui est du coup un patient expert dont la formation, les missions, l'encadrement, les objectifs feront l'objet d'une charte, et qu'il me semble très utile que les professionnels de santé, les médecins en particulier, puissent dire aux patients, eh bien, vous pouvez trouver près de telle association, c'est d'ailleurs ce qui se passe aussi dans la réalité, vous pouvez trouver près de telle association un secours. Alors personnellement, j'aime pas trop le terme éducation thérapeutique, hein. Je sais qu'il est consacré par la loi Hôpital Patient Santé Territoire, mais éducation thérapeutique, ça fait un peu le maître et l'élève, avec l'élève qui est quand même du coup à plus bas niveau, le maître étant sur la chaire. Enfin, entendons-nous, c'est plus sur les contenus, c'est sur les contenus que sur les mots. Donc je vous demanderai, si vous pouvez me répondre tout à l'heure, si votre association est en relation, par exemple, avec la Société française de gastro-entérologie ou les sociétés qui peuvent s'en occuper. Alors, je vais terminer mon propos sur l'engagement institutionnel. Parce que c'est bien beau de dire, effectivement, je l'ai dit, lors de cette réunion, et je ne cesse de le répéter, aux médecins, allez sur le web, ne le vivez pas comme un ennemi, de toute façon il existe. Donc vous pouvez ne pas y aller, mais il vaut mieux le vivre de dedans, plutôt que de regarder ça avec beaucoup de défiance, et vous verrez qu'en étant dedans, on y rencontre d'ailleurs des gens qui sont fort sympathiques, même quand on ne les connaît pas lorsqu'ils sont sur les réseaux sociaux, mais on apprend à les connaître, et le hasard de la vie fait que souvent on les connaît et qu'on n'est pas déçu quand on les rencontre. Alors, pourquoi? Et nous allons même jusqu'à dire aux médecins, vous devez créer, ce qu'a dit Nicolas Péju m'a beaucoup intéressé, mais nous avons également fait un sondage qui nous apporte l'information que les patients qui ne vont pas sur le web, et même ceux qui y vont, mais c'est plus intéressant, c'est ceux qui n'y vont pas, iraient sur le web si leur médecin avait un site. Et il est vraisemblable d'ailleurs que les patients qui cherchent de l'information en santé
iraient assez naturellement consulter le site de leur médecin si celui-ci en avait un. Alors, je pense que donc, dans la poursuite de l'action, c'est de dire qu'aux médecins, créez des sites web en fonction de votre spécialité. Vous ne pourrez pas les enrichir vous-même parce que cela va consommer du temps. Donc, vous pourrez agir par des politiques de lien, en renvoyant éventuellement sur cette idée de portail auquel il faut réfléchir, mais qui est en débat, puisque je pense que même Nicolas Péju n'est pas certain du modèle. Étienne Cagnard, l'autre jour, y était plutôt opposé, ou en tout cas réticent. Mais si ça part du site du médecin, le patient ira naturellement, en raison du lien de confiance, vers les sites qui lui sont recommandés. Et bien évidemment, des sites d'associations, et bien évidemment vis-à-vis de sites de patients qui seraient devenus des sites de confiance, des sortes d'icônes du web. Mais le problème est de savoir qu'est-ce qu'est un site de confiance. Et c'est quand même un véritable sujet. Vous savez que les parlementaires avaient cru résoudre le problème en le confiant à la Haute Autorité de Santé, et ça a sombré dans le non-être. Et on peut regretter que nos deux institutions aient finalement le logo HON sur leur page d'accueil. Nous l'avions fait dans une logique de soutien, mais ça ne sert à rien. En tout cas, nous allons, nous, vraisemblablement retirer le nôtre. Alors, qu'allons-nous faire concrètement? Eh bien, on va continuer de le dire, bien sûr, à ces médecins. Mais l'idée germe tout simplement que le Conseil national puisse fournir aux médecins qui en voudront une maquette élémentaire d'un site et que les médecins pourront se l'approprier et que ces sites, il faut pas, la plupart ne vont pas contenir des milliers et des milliers de pages, pourraient être hébergés, on verra comment. Mais ça, c'est une action très concrète et qui sortirait de la pure incantation. Donc voilà une idée, en tout cas, que je vous livre sur une sorte de GPS multiple qui partirait du médecin, en quelque sorte, pour que le patient puisse avoir des informations et s'orienter dans le système de santé. En me faisant venir, vous courriez le risque que je parle très longtemps, comme c'est habituel, mais vous le saviez, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jacques. Donc finalement, c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que tout ça converge finalement. De plus en plus, les médecins iront sur le web, de plus en plus, les patients y trouveront les informations. Bon, tout ça, évidemment, progresse pas à pas. Alors, évidemment, dans ce dialogue singulier, il y a aussi un intervenant qui me tient un peu à cœur, parce que j'ai quand même travaillé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, ça m'intéressait d'avoir le point de vue de Lionel, et je pense que ça vous intéressera aussi, sur finalement que peuvent faire les labos dans tout ça. Alors évidemment, on va dire, eux, ils veulent vendre des médicaments, etc. Je pense qu'ils ont réellement un rôle, qu'ils doivent certainement y réfléchir, alors qu'évidemment, il y a une réglementation, mais bon, il faut en tenir compte. Donc Lionel, je te passe la parole. Merci beaucoup. Pas facile de passer après Jacques. Donc, si, mais j'ai gagné une consultation pour Matou au passage, donc c'est déjà pas mal. Il y a des consultations gratuites à gagner avec Jacques. Je tiens d'abord à remercier Dominique et Catherine. Quand vous m'avez proposé de faire cette table ronde, je me suis dit, mon Dieu, où est-ce que je vais? Donc, vous m'avez dit, on est désespéré, il n'y a personne de la pharma qui veut le faire. Donc, si tu peux y aller, ça nous arrangerait. Je comprends. J'ai un peu l'impression de rentrer dans un ménage à trois. C'est une relation entre les médecins et les patients et voilà, là en l'état actuel des choses, j'aurais pas tellement d'avis sur la question, pas plus que je vous donnerai les outils de ce que la pharma peut faire. On est là pendant 2 jours pour les voir, hein, donc on va en voir demain, on va en juger. Je vous ramène sur le blog du Monde de la e-santé de Fabrice Vézin, qui est un blogueur qui vient de faire 2 très intéressants articles sur ce que faisait la pharma sur le digital vis-à-vis des professionnels de santé, vis-à-vis des patients. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont d'ores et déjà prises, pas assez sûrement, pas assez vite, pas assez loin, difficilement, ça accouche dans la douleur, on le sait bien, on fait très attention. Et puis, dernière remarque en parlant ici, quand on parle avec notamment des patients, quand on est de la pharma,
on se dit qu'il faut faire attention aux mots, il faut faire attention aux choses, il faut faire attention à tout. C'est très difficile. Je vais éviter de parler du mot client, par exemple, parce que je sens qu'il y en a une là-bas qui va m'attendre à la sortie. Et c'est vrai que c'est très difficile. Le monde a changé. Jacques l'a dit. J'ai découvert un peu la vie d'Hippocrate. Donc, on observe le biotope. Le biotope, il change à une vitesse hallucinante. On parle d'Internet, mais on peut parler du mobile. On n'a pas évoqué le nom du DMP. C'est un miracle dans la relation. Non, mais c'est bien. Non, on n'a pas le temps. Donc, on parlera du quantified self, de l'open data. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte dans cette évolution de la santé. Ça serait trop court en quelques minutes d'en tirer les conclusions. Moi, ce que je voudrais dire, en tout cas ma vision à moi, qui n'est pas ni validée par le LAI, ni celle de mes anciens employeurs, ni actuels, ni quoi que ce soit, je prends toutes les précautions, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Voilà, mais ma vision à moi, c'est qu'à écouter, et à tous nous écouter, et à écouter Nicolas Péju tout à l'heure sur l'industrie pharma, qu'est-ce qu'on est cloisonné, qu'est-ce qu'on... on milite pour de la transparence, on est en train de faire des usines à gaz de transparence. Donc, sur le Sunshine ou la loi Bertrand, on a échappé au pire et je ne sais pas vers quoi on va. Il y a eu pas longtemps la publication des dons des laboratoires pharmaceutiques aux associations de patients. Juste un tableau, pas de commentaires, mais on entend bien que le grand public, ce qu'il pense tout de suite, c'est ils sont achetés. Forcément, tout le monde est acheté. Les patients sont achetés, les médecins sont achetés. Il y a une vision de tout ça qui est... et on regarde plus ce qui nous sépare et pas ce qui nous réunit. Et moi, ce que j'aimerais, et je pense que si on arrive à avancer dans ce monde de la e-santé, alors peu importe comment on l'appelle, la santé 2.0, 3.0, en tout cas quelque chose de... il va falloir décloisonner entre les différents acteurs, arriver à parler de transparence et pas tout le temps de suspicion, et à faire en sorte de avoir une valeur ajoutée les uns pour les autres dans la relation qu'on peut avoir, parce que finalement, de plus en plus, on va être tous imbriqués. Et là-dessus, il faut qu'on arrive à travailler de façon transparente et claire. Donc, pour les laboratoires pharmaceutiques, ce changement de monde est un univers. On a fonctionné sur un modèle assez unique, bien maîtrisé, avec des rentabilités, on ne va pas se le cacher, qui étaient conséquentes, en prenant des risques qui étaient colossaux aussi. Mais aujourd'hui, on passe tout d'un coup d'un client, et je vais lâcher le mot, on est une entreprise, on doit faire du bénéfice, on fait du marketing, on a des clients, nos clients étaient les professionnels de santé, majoritairement les prescripteurs. Le droit de substitution en 1999 nous a mis les dispensateurs aussi dans la boucle, et là on a eu beaucoup de mal à suivre. Et puis Internet, le changement ou des tas d'autres choses nous mettent un nouveau client, excuse-moi, qui... est en demande d'informations, est en demande de relations, est en demande. Et nous, réglementairement, vous le savez, on ne peut pas répondre à cette demande de relations, on ne peut pas entrer dans cette conversation, on ne peut pas avoir cet échange-là. Alors, je suis convaincu que de toute façon, notre partenaire, et je préfère ce terme-là, restera le professionnel de santé au sens large. On a des médecins aujourd'hui, on aurait pu avoir des pharmaciens aussi, ils sont impliqués dans ce changement-là. On aurait pu avoir d'autres acteurs de santé qui, pour eux aussi, voient un changement majeur s'opérer dans leur quotidien. Et ce que ressort, par exemple, aux États-Unis, il y a une étude qui a été faite sur le réseau Sermo des médecins par Publicis, où on demandait aux médecins un petit peu qu'est-ce qu'ils attendaient de la pharma. Et la réponse était « aidez-nous à aider nos patients ». Et je crois que c'est là le maître mot de ce que peut faire la pharma aujourd'hui, vis-à-vis des patients à travers les professionnels de santé, c'est-à-dire de mettre en place des dispositifs, des serious games, des applications. On peut faire l'inventaire, il y a des tas de choses, et à la fois online et offline. Il y a encore beaucoup de supports qu'on peut mettre à disposition à travers des sociétés savantes, à travers un certain nombre de choses. Et on n'est pas, on n'est pas cynique, on n'est pas, je dirais, il n'y a pas une vision derrière qui est permanente. Il y a beaucoup de belles choses qui sont faites par des laboratoires aujourd'hui, à travers des fondations, à travers un certain nombre de choses, et je crois que les patients le savent très bien. Donc arrêtons de nous suspecter les uns les autres, travaillons main dans la main,
réfléchissons à ce qui peut nous réunir et à ce qui peut nous faire grandir tous. Et à partir de là, je pense qu'on trouvera un certain nombre de choses à faire ensemble et ce ménage à trois pourra enfin réussir. Voilà. Merci Lionel. Donc effectivement, c'est les échanges, je crois que ça ressort absolument de tous les débats qui sont très nombreux d'ailleurs sur le sujet ces derniers temps. Donc voilà finalement ce qu'on avait un petit peu à vous dire. Est-ce que vous avez des questions pour les patients, pour les médecins qui sont là Roland? Alors, en effet, alors, tout d'abord, je voudrais poser une question à Mme Cerizet. Ensuite, rebondir sur ce qu'a dit monsieur. Alors, Mme Cerizet, donc vous aviez un exemple vraiment très intéressant, pratique au moins, que vous exposez. Vous avez vu votre psychiatre et vous lui avez apporté l'information comme quoi il y avait une interaction médicamenteuse entre les médicaments de chimiothérapie, d'hormonothérapie et les non, hormonothérapie, bon, pas chimiothérapie. C'est ce que je pensais quand même, mais enfin néanmoins, est-ce que vous lui aviez dit au cours de la consultation que vous preniez des hormones et vous aviez montré? Je le consultais parce que j'étais post-cancer du sein et que j'étais sous hormonothérapie. Donc, et que je faisais une dépression post-traumatique. Je pense que là nous avons un exemple absolument caractéristique du naufrage grandissant de la médecine indépendante de ville, spécialiste et généraliste. Que se passe-t-il à la sortie des facultés de médecine actuellement? Enfin, ça, c'est ce que j'ai appris en juillet 2012. 9 étudiants sur 10 ne choisissent pas la médecine indépendante. Trop de risques, trop de problèmes, pas d'informations, trop d'horaires insensés. Et je trouve qu'à l'époque, nous avions la visite de délégués médicaux. Excellent. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'en voir 8 par semaine facilement. J'organisais des réunions de formation médicale continue. Maintenant, j'en ai 1 à 2 par mois. À l'époque, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils voyaient si j'avais du monde à consultation ou pas. Ils disaient, docteur, je vous signale ce médicament anti-hypertension ou anti-Parkinson. Il y a une interaction avec cet antibiotique, etc. Ils nous informaient vraiment du rapport efficacité-tolérance. Or, nous sommes un des pays du G8, un des grands de France, et nous sommes au niveau maintenant information. Même j'ai des confrères qui sont en Hollande, en Allemagne, en Algérie, puisque ou je ne sais où encore, j'ai énormément de contacts à cause du groupement des écrivains médecins, par exemple, international, et ils ont de la visite médicale. En France, on est avec, on va dire, la Corée du Nord, le Cuba, la Bolivie, le Zimbabwe, un des rares à avoir 0 maintenant délégués médicaux, et les laboratoires ne nous font pas visiter quasiment. Attendez, donc, juste oui. pour vous répondre, l'information était sur Internet, donc publique. Il aurait pu aller la chercher sur Internet. Oui, s'il avait été sur. Vous pouvez pas vous imaginer. Ah oui, mais on a des gens en marmelade, des gens on est obligé de prendre la carte vitale. Oui, non, mais j'entends bien. Mais si vous voulez, c'est l'argument majeur des médecins pour dire qu'ils ne vont pas sur Internet. Non, il y en a qui sont sur. En fin de journée, je peux pas. Je peux que le week-end ou le dimanche ou comme ça. C'est pour ça que je. Mais le week-end, l'information était toujours en ligne. Oui, mais je suis d'accord. Tu es sévère, Catherine. Non, mais on n'est pas là pour faire le procès. Non, mais je fais pas le procès du médecin. Non, mais mon médecin, je l'adore. Non, il était très bien, ce médecin. Moi, j'ai plutôt, permettez-moi de vous dire, j'ai plutôt des patients qui viennent avec 15 pages sur la maladie de Wegener ou la maladie de Hirschsprung. Qu'est-ce que c'est? Ils sont un petit peu comme Anne Romanoff, que nous sommes allés voir à Bobino. J'avais un aft, j'ai passé 1 heure sur Internet. À la fin, j'ai écrit mon testament. En matière de diagnostic, c'est terrible. L'année prochaine, on fera venir les notaires. Non, mais c'est vrai, ils sont perdus. Oui, mais pas heureusement, il y a encore des médecins de contact, des médecins de ville, des médecins de campagne, des médecins de montagne, qui ne touchent pas 150 € la consultation, comme Avenue Mozart, Boulevard Malesherbes ou rue Bosquet. Bon, et qui se dévouent et qui se tiennent au courant. Absolument. Et il y a 1500 associations de formation médicale continue locales qui ne sont pas aidées. Les laboratoires peuvent aider, je l'estime. Il y en a 500, c'est-à-dire, alors que l'Île-de-France, c'est 15% de la population française à peu près. Eh bien, là, 33% de la FMC, c'est dans l'Île-de-France.
Voilà. La deuxième chose que je voulais vous dire, enfin c'est pour vous dire qu'on a d'autres personnes. Il y a plein d'autres questions, Roland, donc je vais passer la parole à l'Académie. L'Académie. Moi, bon, d'abord, merci, parce que c'est tout à fait passionnant, cette confrontation. Ce que je dirais à Catherine Cerizet, au risque d'être très provocateur, c'est qu'au fond, une interaction ne signifiait pas forcément nécessité d'arrêter le médicament. Et au fond, donc, la question... Je ne vous ai pas expliqué l'interaction. Non, mais on parle, bon, on va sortir du cas. Je veux dire, oui. Est-ce que ce que je parlais, c'est la question de l'équilibre. De l'équilibre, effectivement, entre, au fond, la responsabilité du médecin et l'implication, l'engagement du malade. Je ne suis pas sûr que vous soyez très représentatif des patients. Moi, j'aimerais que mes patients soient en mesure de trouver les bons sites Internet. J'aimerais qu'ils soient en mesure d'être des acteurs, comme vous l'êtes tous les deux, de leurs soins. Et une correction, si la question grave de l'observance thérapeutique était liée au seuil des effets indésirables, eh bien, que les choses seraient simples. Et M. Lucas l'a dit, finalement, il y a 10 000 façons pour une maladie de se manifester. Il y a 10 000 puissance n pour chacun d'entre nous de la percevoir, de la ressentir, et ensuite de vivre avec. Et donc, je voudrais insister sur le risque des généralisations qui sont trop simplistes, me semble-t-il, mais en disant bien, Dieu que j'aimerais que les citoyens, mes patients, se saisissent. Et là, je pense que les choses seraient beaucoup plus faciles pour les médecins, à condition de ne pas entrer comme ça, de ne pas prendre... Enfin, de mesurer, parce qu'au fond, quand on apporte une information, même quand on est patient, il faut mesurer et au fond, dire simplement, comme vous l'avez dit, ça ne s'est pas passé comme ça, je veux bien. Au médecin, vous voyez une interaction et sous-entendu stop, c'est une prise de risque. Non, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, docteur ? D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites ? La question que je me poserai, c'est est-ce que votre psychiatre a botté en touche en disant on arrête, ou est-ce qu'il a examiné le problème ? Pardon, je suis provocateur. Alors écoutez, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne peux pas vous dire. En plus, il est psychiatre, donc je n'ai pas envie d'aller dans sa tête. Ça doit être super compliqué. Donc, mais je l'aime beaucoup, hein. Je voulais juste rebondir. Oui, alors je vais vous dire, il y a une chose dont on n'a absolument pas parlé ici, c'est l'humanité, l'empathie. Le docteur Lucas en a parlé un peu. Moi, je pense que c'est important, cette relation singulière entre le médecin et le patient, d'aimer son médecin. Moi, j'ai proposé à mon cancérologue de l'épouser, il était déjà marié, il n'a pas voulu. Mais franchement, c'est extrêmement important et vous le savez, quand vous allez voir votre médecin, vous êtes content quand ça se passe bien, quand vous avez une relation, qu'il est empathique, etc. Donc ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut parler. Je voudrais non pas rebondir sur ce que vous avez dit, parce que je comprends très bien qu'on ne soit pas d'accord. Juste rebondir sur deux choses. Jacques, nous ne sommes pas d'accord sur la relation à égalité du médecin et du patient. Je pense qu'on est des êtres humains, on est égaux. Vous êtes le sachant, moi l'ignorant. Non, vous le savez, et on est d'accord là-dessus. Je pense que quand je dis égal à égal, c'est de pouvoir discuter en connaissance de cause, c'est-à-dire que vous me donnez des informations, que moi je vous en donne d'autres, et qu'on fasse un melting pot des deux, et on arrive tous les deux à tendre vers la même chose. Moi, je rebondis là-dessus, parce que c'est ce que j'avais noté aussi. Pour moi, les relations, elles ne doivent pas être asymétriques. Vous avez peut-être le savoir, nous, on a le vivre avec. Ben oui, mais donc on a un savoir profane, non, docteur. Ce que j'ai dit, c'est que la relation, elle est nécessairement asymétrique, puisque vous avez un savoir, un vécu, un savoir, que le médecin n'a pas. Non, un et savoir. Nous avons... Mais si, enfin, vous avez... Et nous avons un savoir qu'on va qualifier d'académique, que vous n'avez pas. Donc, alors peut-être que les deux asymétries créent une symétrie. Quand j'ai dit ça, c'était au contraire par un... Bon, Catherine le sait très bien parce que c'est une provocatrice née, mais elle sait très bien que j'ai beaucoup d'abord de respect, je pense, pour mes patients, du coup ceux qui viennent me voir, et également beaucoup de respect, et même souvent au-delà, pour ceux qui les représentent. Donc je ne voulais pas qu'un débat s'instaure sur un
un malentendu, alors qu'il serait du coup une sorte de paternalisme masqué qui consisterait à dire oui, oui, vous avez raison, et puis une fois parti de dire oh là là, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Non, non, donc mais il faut être à visage découvert. Alors, sur le plan de l'affection, je crois qu'il ne faut pas... science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Alors donc la conscience, on peut y mettre aussi de l'affection. Mais Jean Bernard de l'Académie aussi disait qu'il n'était pas certain que l'inverse ne soit pas également vrai. C'est-à-dire qu'on peut avoir un médecin qui est extrêmement sympathique, extrêmement empathique, extrêmement affectueux, mais qui est nul. Donc il faut faire quand même très attention. Il faut les deux. Oui, mais, compétence les deux et pour empathie. un seul homme, c'est beaucoup parfois. Non, je veux dire qu'il faut donc mêler les deux. Il faut faire très attention. Comme toutes les relations humaines, ce sont des relations fragiles. Enfin, vous êtes psychiatre, vous l'exprimerez mieux que moi, ou pas mieux, mais enfin en tout cas, telle est mon opinion. Et je la partage, bien évidemment. Je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est intéressant, parce que je me suis située un peu entre les deux. D'abord, je suis du côté des patients, vous avez vu. On a demandé, Sylvie. Et j'estime beaucoup Roland et Jean-Pierre, mais je sens chez vous une certaine résistance quand même. Et ce qu'il y a, c'est que vraiment, c'est plus qu'un mouvement, c'est un tsunami qui est en train de se faire. Et je pense que si, au niveau des médecins, on ne réalise pas que la relation patient-médecin est en train de changer et que le web est un des éléments fondateurs de ce changement, il y a des choses qu'on va vraiment rater. Et il y a... quand Jean-Pierre, vous disiez peut-être que c'était juste une interaction, ok, mais justement, le fait que le patient apporte quelque chose, ça va nécessairement, on va rentrer dans une relation où il va s'instaurer une négociation ou une discussion, ou enfin quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y aura une prise de décision commune. J'aimerais en fait poser une question en tant que responsable de communication d'un groupe hospitalier, le groupe Bordeaux-Nord-Aquitaine, et je voulais savoir ce que vous préconisiez pour favoriser la communication médecin-patient, mais dans le sein d'une équipe médicale. Et non uniquement la relation 1 à 1, patient, médecin généraliste, si je peux employer ce mot-là, ou spécialiste, voilà, mais au sein d'une équipe médicale. Ouais, disons que c'est vrai que moi, ce dont je me suis aperçu, c'est que comme j'étais quand même promoteur du projet, donc j'étais une association, il faut savoir quand même, en centre hospitalier, j'ai remarqué quand même qu'il y avait beaucoup de jalousie. Et en fait, d'être fédérateur de ce projet, moi, je pense que j'ai fédéré en fait les gens qui étaient autour de moi. Et c'est vrai que je pense que au CHU de Nice, on doit être la plus grosse équipe. C'est-à-dire qu'on a quand même 12 personnes investies bénévolement donc, dans le TP à aujourd'hui. Donc je pense que le rôle aussi de l'association, c'est peut-être ça aussi, parce qu'on connaît du monde, on peut fédérer en fait les gens. Et j'ai même appris à l'hôpital de Nice qu'il y avait un service ETP, alors qu'il y en avait la moitié qui ne connaissaient pas. Donc il y a vraiment aussi un problème de communication aussi, donc qu'il faut mettre en place. Et c'est vrai que moi, par contre, j'ai apporté aussi pour cette éducation thérapeutique, parce que c'est bien beau d'avoir l'autorisation, mais après, derrière, il faut avoir la file active. Donc je m'apercevais aussi que même les médecins qui ouvrent grand la porte n'ont pas forcément dans la tête il y a d'éducation thérapeutique. Donc il a fallu mettre en place notre propre communication, c'est-à-dire qu'on est allé en hôpital de jour, on a fait avec les cadres infirmiers pour dire voilà qu'est-ce que c'est, à quoi ça consiste, où vous pouvez nous aider. Et j'ai même monté une petite vidéo maintenant donc, qui présente toute l'équipe ETP avec un témoignage de malade qui est diffusé sur le canal TV du CHU, donc dans les chaînes donc, des chambres, pour justement faire connaître ce genre de TP. J'avais organisé même une conférence débat, ça date il y a 2 ans, où j'avais mis carrément la table ronde avec toute l'équipe ETP, donc il y avait 150-200 personnes. J'ai eu 40 mains levées. Je me disais, mais comment ça se fait qu'on ne sache pas que ça existe? Et j'ai rempli le planning pratiquement pour 6 mois. Donc il y a vraiment des choses à faire au niveau communication. Et je pense que l'association peut être là. Et j'insiste parce que peut-être qu'il y a des bons médecins comme vous qui orientent vers les associations, mais je peux vous dire, vous êtes rares. Et même des grands professionnels qui travaillent avec nous, des fois, nous oublient de parler de l'association. Donc ça, c'est vraiment un travail aussi qu'il faut faire. Et c'est pour ça aussi, j'ai entendu parler, on a mis en place justement un portail Infomiki, donc suite au ministère de la Santé qui nous l'a conseillé,
On a mis donc une carte Info Mickey où dedans il y a le Jetet, il y a le Craig, il y a enfin, tous les organismes en fait, des patho-gastroentérologie, et derrière donc l'association, quoi, pour essayer justement qui distribue plus facilement ces cartes lors de leur consultation. Oui, 30 secondes. C'est pour ça que je disais d'ailleurs tout à l'heure qu'il fallait que les représentants des médecins et les représentants des associations, ou des patients, pardon, travaillent ensemble, parce qu'il y a encore du chemin à parcourir. Pour apporter un autre élément à votre communication, je pense que le terme colloque singulier qui a beaucoup été utilisé n'a plus aujourd'hui le sens initial. D'abord parce qu'il est quand même rare que quand deux personnes se rencontrent, elles disent on va faire un colloque. Elles sont dans le dialogue. Le colloque, c'est être plusieurs. Et il est singulier parce que c'est le patient qui est au centre. Je crois que c'est une nouvelle image, enfin une nouvelle formulation, et que bien évidemment, c'est l'équipe de soins. Je suis également un grand militant, y compris pour faire changer d'ailleurs la loi, de l'équipe de soins. Alors vous avez la chance de travailler dans un établissement, vous avez une équipe qui est structurée, alors que dans le monde libéral, alors qu'il y a des équipes de facto qui se constituent autour des patients, mais cette notion d'équipe de soins n'existe pas. Dans le parcours de Catherine, par exemple, elle avait sans doute un médecin traitant, un cancérologue, un chimiothérapeute, un chirurgien. Il y avait infirmières. Une infirmière, bon, oui, bien évidemment. Et donc, la prise en charge et le dialogue, c'est là qu'il doit s'établir. Et alors, il faut quand même que nous soyons humbles à ce niveau-là, puisque le premier professionnel de santé qui est dans le cœur des patients, c'est le corps infirmier, puisque maintenant, il y a des infirmiers et des infirmières, qui a une popularité très légèrement supérieure à la nôtre, très légèrement, mais quand même. Et bien évidemment, c'est une équipe. Et là aussi, nous avons, nous, vis-à-vis des médecins, un certain travail à faire.